Merci beaucoup. Du coup, Santé Tour, finalement c'est une expérience assez concrète, quoi, qui s'est montée il y a maintenant 10 ans. Et souvent, on a l'habitude de présenter ce qu'on fait avec pas mal de visuels, hein, parce que finalement, les objets qu'on produit et puis la manière dont on les travaille à l'atelier, c'est plutôt assez parlant. Et on nous pose souvent des questions sur comment ça se passe à l'atelier. Et donc, je vais essayer de vous raconter ça un peu, qu'est-ce qui a présidé les étapes qu'on fabriquait sans détour. Donc, ça a commencé tout seul. Donc, sans détour, on est situé dans les Deux-Sèvres, à La Chapelle-Saint-Étienne, en Nouvelle-Aquitaine. On fabrique des mobiliers, enfin, on fabrique et on conçoit des mobiliers extérieurs, mobiliers intérieurs, éléments d'agencement ou éléments d'architecture ou micro-architecture. La particularité, c'est qu'on s'est mis un point d'honneur à ne pas acheter de bois et de travailler donc à partir de bois uniquement d'anciennes fenêtres, d'anciennes portes et fenêtres extérieures. Donc la particularité des fenêtres, donc on est parti du constat qu'il y en avait 6 millions qui étaient déposées en France par an, des fenêtres bois, et la quasi-intégralité, elle est enfouie. Pourquoi? Parce que c'est très mélangé, c'est multimatériaux, il y a du verre, de la peinture, du bois, du métal et du joint. Et du coup, c'est difficile à décomposer. Et pour autant, nous, on savait que la matière, le bois qui est utilisé et en fin de vie qui reste dans ces fenêtres est d'excellente qualité. Donc là, on voit par exemple du chêne une fois corroyé, une fois qu'on a passé un coup de scie dans le bois, il est toujours impeccable. Même quand d'aspect, les fenêtres paraissent très vieilles et endommagées. Donc parallèlement à ça, il continue à y avoir d'exploitation de bois dans des forêts souvent assez peu contrôlées. Il y a une chute de la biodiversité et il ne faut pas se leurrer. En fait, les projets qu'on fait ici, les projets en bois tropicaux, où on fait les choix un peu rapidement de se dire bois tropical, ça va être plus simple. Mais en fait, ça a un impact sur des forêts qui sont à distance. Donc on pense que c'est vraiment assez signifiant de faire ça et qu'il faudrait le faire beaucoup plus. À titre d'exemple, on prend le moabi, qui est un arbre africain, qui met, juste pour donner un peu la temporalité, qui met 600 ans à arriver à l'âge adulte. On en fait des fenêtres, on les utilise 15 ans, 20 ans, et pour des raisons thermiques, on va se défaire de ce bois, le laisser dans le sol, il va restituer son carbone, alors que c'est un bois de classe 4 qui peut remplir encore plein d'usages vraiment très très longs, quoi. Donc nous, on s'est intéressé alors que les filières commençaient à s'organiser, donc il y a 10 ans, et qu'il y avait des projets pour collecter ces fenêtres, on s'est dit qu'il faut s'intéresser assez tôt à qu'est-ce qu'on peut faire de ce bois et quelles sont les formes les plus pertinentes et les plus valorisantes à donner à ce bois pour en faire des objets, y trouver un nouvel usage. Donc on a commencé avec des expériences comme avec le voyage à Nantes, ça c'était au port de la Fouassière, en essayant de trouver des formes assez proches de la nature, poétiques, et qui étaient, à notre sens, capables de donner une valeur suffisante à ce matériau. Puis on a réfléchi à des mises en œuvre qui permettaient d'utiliser ces sections de bois qui sont plutôt assez petites pour en faire des objets. Donc il y avait des versions où on utilisait le bois dans sa version le plus massive, comme on voit au milieu, ou alors on le sciait en fines lamelles et puis on arrivait à faire beaucoup de surface en extérieur en laissant respirer les bois, ou alors en le collant, en faisant finalement un lamellé-collé habituel, quoi. Après, donc, l'état de l'équation, quoi, disons en termes de design, c'est qu'on se retrouve avec une boîte de Kapla. On a des éléments qui sont finalement de section très faible, avec des contraintes dimensionnelles assez importantes. Donc je comparais ça un peu à la boîte de Kapla, et qui finalement, quand on se retrouve avec directement une boîte de Kapla sous la main, même en tant que concepteur, et ben en fait rapidement on s'amuse à combiner les éléments et en faire des formes. Et finalement, c'est assez décomplexant d'avoir directement le format imposé. Et c'est un peu voilà, le rapport à la contrainte et à la créativité, où on aurait une fausse idée de se dire ah mais non, je voulais ça, puis j'y arrive pas avec le matériau.
bah, en fait, finalement, là, on a souvent le matériau sous la main, et puis en bricolant avec, un peu comme dans son garage, quoi, on finit par inventer des formes. Et finalement, c'est un peu cet aller-retour entre la fabrication, des essais et la conception qui petit à petit nous fait avancer. Ça, c'est un schéma qu'on avait fait pour, je sais plus, c'était construction durable, c'était un forum à Paris. C'était juste pour expliquer que donc on a ces 6 millions de fenêtres qui globalement vont être déconstruites et puis aller directement vers l'enfouissement. Donc c'est du DIB, quoi. C'est vraiment, c'est pas du recyclage, c'est pas du bois énergie, c'est du DIB. Et là-dedans, on pense qu'il y a une petite voie de contournement qui, où il y aurait donc un travail de déconstruction de la fenêtre elle-même, donc un démantèlement de la fenêtre, pour en extraire les composants, les montants de fenêtre. Et à partir de ces bois, donc, qu'on s'autorise à retravailler donc, en profondeur, on va les scier, on va les corroyer, on va les coller, les assembler. À partir de là, d'essayer d'inventer des dispositifs qui nous permettent de faire des produits désirables et puis réparables. Du coup, essayer de faire en sorte qu'ils puissent retourner eux-mêmes dans une boucle un peu vertueuse d'utilisation de la matière. Donc, je pense que notre projet il est pas mal né autour d'une rencontre de métiers, donc entre Benjamin qui est menuisier de métier et moi donc qui suis architecte, qui commençait à pas mal essayer d'intégrer du réemploi dans les projets architecturaux. Et finalement, on est tous les deux allés un peu l'un vers l'autre. Moi, en allant vers la fabrication, on se faisait prêter un atelier d'un charpentier, puis j'avançais un peu de dessin, lui se mettait dans la conception. Et finalement, on a, je pense, à un moment donné, à accepter de ranger un peu nos égos de métier au placard et puis de collaborer un peu joyeusement. Et donc, du coup, il y a cet esprit un peu ludique dans la pratique dans l'entreprise. Donc maintenant, on est 9. Et je pense que tout le monde, petit à petit, est dans cet esprit-là, de se compléter. Et donc, on est nombreux, différents. Donc, il y a un ingénieur, un technicien valoriste. Il y a quelqu'un qui travaillait dans le métal, qui est associé avec nous, c'est Pierrick. Il y a une architecte menuisière. Il y a une compagnonne. Il y a une designeuse en design d'espace, donc un menuisier, enfin 2 menuisiers, puis moi qui suis architecte designer. Donc on pense que c'est un peu par la rencontre de ces métiers qu'il y a quelque chose à inventer dans ces nouvelles manières de transformer le matériau. Donc avant ce qu'on fait, il y a une entreprise qui s'appelle Lesiam, qui est une entreprise à but d'emploi, dans le cadre de l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Eux, donc, ils ont des subventions. Leur rôle, c'est un rôle social pour subvenir à des gens qui sont en fin de droit de chômage et leur proposer un emploi. Et donc, ils font le démantèlement. Ils reçoivent les fenêtres, ils vont décomposer la fenêtre, renvoyer le verre chez Saint-Gobain, le PVC chez Polyrex, le métal en filière classique, et leurs déchets, donc c'est le bois, et ils nous l'amènent sous forme de montant chez nous. Et donc tout ça, ça se passe autour de Bressuire, dans le bocage bressuirais. Et donc tout ça, c'est façonné autour d'un territoire où il y avait un engagement politique. Et puis pas mal de menuisiers aussi, parce que dans les ports d'importation de bois tropicaux, en fait, finalement, autour de La Rochelle et Saint-Nazaire, finalement, il y a pas mal de menuisiers. Donc ça a créé aussi un écosystème. On en reparlera un peu, mais assez vertueux. Donc ça, c'est chez nous. On reçoit les fenêtres sous forme de battants de fenêtres comme ça. Et c'est notre matériau, notre matière première pour façonner, pour créer. Donc on a petit à petit, au début on a investi dans des machines traditionnelles. Là on en a la deuxième phase de révision des machines, puisqu'on essaye d'avancer petit à petit. Et donc le but, c'est à partir de ces montants de fenêtres, petit à petit de revaloriser le mieux possible ces bois. Donc au début on fait de la reconnaissance d'essence, pour utiliser tout ce qui est naturellement classé en classe 3 et 4 pour des mobiliers d'extérieur. Et classe 1 et 2, on le garde pour les projets intérieurs. Donc on a appris à lire le bois. Après, on s'est exercé à composer des formes qui nous paraissaient les plus pertinentes pour valoriser la diversité des essences de bois, parce qu'on a quand même 25 essences de bois. Donc on trouve ça plutôt valorisant de ne pas faire de l'essence unique, mais de raconter un truc autour du métissage des bois. Et puis d'utiliser les sections de bois là où elles sont le plus pertinentes structurellement. Donc du coup, on en est à être dans une sorte d'économie permanente du matériau, faire des
des poutres à section variable, des structures qui tiennent compte de l'économie de la matière. Ça, je vous en ai déjà parlé. On essaye de produire des formes qui sont à l'image de nos valeurs. Donc, on est tous animés d'un furieux engagement pour essayer de faire les choses un peu mieux. Donc, on pense que de produire des mobiliers qui racontent un rapport au paysage un peu attentionné, où on n'a pas des gros massifs de béton en dessous, où on est vraiment sur des sols poreux, sur des formes un peu poétiques qui racontent, qui vont suivre un peu les topographies. Ça nous parle, par exemple. Et dans l'idée, on essaye de produire des formes qui soient désirables, donc qui sont dessinées et qui sont vraiment, une fois qu'on les a refabriquées, qu'on les a requalifiées, qui sont vraiment repartis pour un tour. Qui ne soient pas du mobilier temporaire, peu pérenne. Donc on est vraiment dans l'idée de faire des mobiliers qui durent 10, 20 ans en soignant les mises en œuvre. Parce qu'on pense qu'on est largement attendu au tournant et qu'on a encore ce travail de faire la démonstration. Donc là, ces mobiliers-là, ils sont livrés depuis 10 ans. Et maintenant, ça commence à aller un petit peu mieux, mais il y a eu quand même beaucoup de défiance autour de tout ce qui était réemploi. Parce que je pense qu'à un moment donné, associer un peu des fabrications en boîte palette pour des festoches, et on veut vraiment, nous, se distinguer de ce type de production. Donc finalement, dans ce travail de recomposition avec la matière, il y a un aspect très ludique. Donc c'est pas pour rien qu'on s'est retrouvé à répondre sur des aires de jeu, notamment. Le long des voies vélo, ça a beaucoup de sens aussi avec l'accompagnement des modes de déplacement, des modes doux. Parce que du coup, les mobiliers peuvent prendre place en milieu urbain ou en site naturel, et puis ça trouve assez bien sa place. Beaucoup dans des halls d'accueil ou dans des lieux de réunion, en gros, là où il y a beaucoup de visibilité et de partage, de mise en commun. C'est souvent la cuisine partagée, le coworking ou les tiers-lieux, des grands mobiliers un peu de convivialité. C'est là qu'on a réussi à valoriser au mieux le type de produit qu'on livre. Et aussi, je pense, parce qu'ils transmettent par leur matérialité un côté qui est à l'image de la diversité, de l'échange. Donc ça marche assez bien. Et aussi une sorte de robustesse un peu campagnarde parfois, avec laquelle il faut qu'on compose, parce qu'il faut aussi qu'on soit un peu fin dans le dessin. Donc là, on est créé depuis 10 ans. Il y a 4 ou 5 ans, on s'est dit avec Benjamin, mon associé, qu'on pense vu qu'on a commencé ça assez tôt, maintenant tout le monde parle un peu de réemploi, mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le cas, qu'on a avancé pas mal, on a pas mal essuyé les plâtres, et on pense qu'on a un rôle à jouer à accompagner d'autres acteurs, peut-être pas toujours à être à fond sur la production de nos affaires, mais passer un peu de temps pour transmettre le message, aider d'autres à s'outiller pour s'y mettre. Et donc, il y a un partenariat avec une entreprise qui s'appelle La Fabrique, qui est située à Lyon. Et c'est notre première SMH en tant que tel, qui se mettent à faire, sous la marque Sans Détour, des mobiliers. Donc, on les aide à s'outiller, mais ils sont déjà très expérimentés parce que ce sont des menuisiers qui s'y connaissent, Et dans l'idée, on pense qu'actuellement, nous, on utilise 1/1000, c'est très peu, du bois de cette fenêtre. Mais dans l'idée, on pourrait petit à petit, là où il y a des territoires zéro chômeur, avoir des Sans Détour sur certains départements qui sont issus d'une collaboration avec une entreprise à but d'emploi, un menuisier un peu engagé qui a envie d'en découdre. Et petit à petit, plutôt qu'il y ait des grandes unités de transformation du bois, d'anciennes fenêtres qui fassent du copeau ou du lamellé-collé, ça a plus de sens qu'il y ait des initiatives locales. C'est un peu on s'est dit que voilà, il fallait qu'on y passe un peu de temps. Donc là, il y a un premier Sans Détour Lyon. Là, j'avais préparé quelques diapos un peu générales, mais ça risque d'être peut-être un petit peu embêtant. C'est juste pour dire que nous, évidemment, on ne s'inscrit pas là-dedans d'une extraction, une transformation, et puis on jette ce qu'on a fabriqué, mais dans une sorte de circularité, donc, où on fait l'effort en fin de vie, entre guillemets, déjà d'essayer de réparer. Puis quand ce n'est pas possible de réparer, on va réutiliser, c'est-à-dire que ça va passer par une case déchets. Enfin, non, quand ce n'est pas possible de réparer, on va réemployer pour le même usage, mais dans un autre cadre. Et puis, quand c'est plus possible, alors j'ai dû mettre ça. Donc, nous, on se situe dans la case jaune, En gros, le matériau, il est passé par la case déchets. Et puis, on va
démanteler la fenêtre et les montants de fenêtre en fait vont prendre un autre usage que celui de la fenêtre initialement. Alors que le réemploi, en fait, on reste dans un usage de fenêtre. Et puis quand on n'arrive plus à réutiliser les composants, bah, à ce moment-là, on peut se dire que bah, du coup, peut-être la démarche, c'est de broyer la matière comme on le fait en recyclage. Mais finalement, on doit réinjecter plus d'énergie à refaire du panneau ou réinjecter plus de matériaux, de colle, etc. Et nous, notre action, c'est plutôt de travailler avec des bois qui restent des bois massifs. Donc on se sert encore des liaisons naturellement du bois pour... bon, ça, c'était juste pour dire que même dans dans les réunions un peu pointues sur le sujet, tout le monde est encore en train de chercher un peu les définitions de chaque élément. Qu'est-ce que c'est exactement le réemploi? Donc, les gens ont mis longtemps à comprendre que c'était important de faire du recyclage. Maintenant, tout le monde a compris la case réemploi. Et nous, par extension, le temps que tout le monde comprenne bien le réemploi, on est mis dans la case réemploi, alors qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Mais bon, c'est un petit peu subtil et puis ça dépend un peu de la manière de travailler de chacun. Il y en a qui utilisent leur chute de production et qui disent qu'ils font de la réutilisation. Bah, ils ne font pas vraiment de la réutilisation. Ils font de l'optimisation de leur production, comme ça c'est un peu toujours fait. Nous, c'est vraiment après qu'il y a eu un usage de 10 ou 15 ans en forme de fenêtre jusqu'à 50 ans, et ben on reprend, on redonne un nouvel cycle d'usage à la matière. Voilà, ça c'est juste pour donner un peu la proportion. Donc tout ce qui est gris, c'est dans la récupération de fenêtres, dans la dépose de fenêtres, tout ce qui part en DIB. Et dans le tout petit mouchoir de poche qui est là-haut, j'ai fait un zoom et c'est ça. Donc il y a à nouveau du DIB. Et puis il y a du bois B pour le recyclage. Et puis il y a du bois énergie pour 56%. Et le petit morceau vert qu'on voit même plus sur celui-là, qui est tout petit là, c'est nous. Et donc on utilise 1/1000 du bois français. Donc on nous pose souvent la question, mais vous n'avez pas peur de manquer de bois? En fait, non, c'est vraiment le dernier des sujets auxquels on doit se confronter. C'est plutôt, si on était 10 fois plus gros et qu'il y avait 100 sans détour, donc un par département, là, ça pourrait être un peu signifiant. Et voilà pour montrer que par rapport à un objet médian type table de jardin, le fait de réutiliser de la matière, c'est vraiment impactant. C'est-à-dire que toute la partie bleue, c'est tout ce qui est économisé en CO2 par rapport à un objet médian table de jardin. Et ça, pourquoi? Parce que dans un bilan classique d'une table, par exemple, toute la partie marron, c'est l'impact du matériau qu'on utilise. Et puis la part orange, c'est la partie transport. Et puis la partie bleue, c'est la partie fabrication. Donc nous, finalement, on n'a que de la fabrication. Voilà. Et puis on a un petit peu de transport. Donc ça, c'est notre bilan. On a quand même un peu de matière première parce qu'on a toujours un peu de visserie ou des platines métalliques, des choses comme ça, mais très peu. Mais finalement, le bilan est complètement retourné, quoi. Et dans ce travail d'essaimage, on pense qu'on a avancé sur les machines, les modes de transformation, mais aussi beaucoup sur le dessin des objets qui correspondent bien à la ressource qu'on a. Donc on a petit à petit affiné les sections, fait en sorte de pouvoir faire des lamellés collés. Donc là où on avait au début des ossatures en galva et avec des plattelages en bois, maintenant on fabrique nos poutres lamellés collés. Et tout ce modèle de rapport entre le dessin et le matériau, ces allers-retours, on l'a petit à petit optimisé. On pense qu'on a vraiment de quoi. Donc on a beaucoup travaillé la préfabrication à l'atelier pour économiser aussi en transformation. Des modèles comme celui-là, qu'on avait fabriqué la première fois pour le voyage à Nantes avec une ossature en galva, on l'a complètement remouliné avec une charpente bois. Ça, c'est un abri vélo aussi. Ça faisait partie de nos premières réalisations en charpente bois, lamellé collé d'anciennes fenêtres. Donc là, dans des cadres de projets en extérieur comme ça, on n'utilise que du classe 3 et 4, classe d'emploi 3 et 4. Mais c'est satisfaisant parce que dans le bilan global, si on avait une charpente en résineux autoclavé et un peu de bardage de réutilisation, comme c'est souvent ce qu'on voit, on serait peut-être à 30% d'utilisation de la matière. Parce que la charpente, finalement, pèse beaucoup. Et là, on n'a plus que les platines métalliques. Donc, on est à 85% réutilisation, 15% métal en poids. Donc, du coup, ça devient un peu plus signifiant. Là, pareil, on voit la charpente en chêne. Et puis les bois métissés, bois tropicaux et
et bois locaux. Donc tout ce qui sont les bois clairs, c'est du chêne et châtaignier. En gros, on en a peut-être 30-40%, chose comme ça. Enfin, bois tropicaux, c'est peut-être 55%. On a un peu de résineux, puis le reste, c'est du chêne et châtaignier. Et dans le travail d'essaimage, il y a aussi notre capacité à produire du dessin dès la phase esquisse. Et donc ce travail de partir d'esquisse, de commande sur mesure, et puis petit à petit élaborer un modèle, et puis l'optimiser en sous-éléments préfabriqués, et puis après optimiser à l'atelier en fonction de nos formats de bois, on pense qu'on a vraiment du temps à faire gagner aux autres. Et voilà, ça commence à se mettre un petit peu en place. Après, il y a beaucoup de gens qui rechignent à remettre en cause leur manière de faire. Parce que c'est vrai que même au niveau des outils, on est souvent arrêté. Il y a un peu de, parfois, on a des pièces en métal. Les pièces ont plein de formats différents, donc c'est assez contraignant. Donc j'ai mis quelques images de fabrication de l'abri vélo. Donc souvent, on part d'une commande sur mesure. Puis après, l'objet rejoint un catalogue qu'on élabore petit à petit. Et puis, bah, on va se coller sur des sujets un peu normatifs, parce que c'est pareil, c'est l'autre question avec le côté assurantiel. Mais on se rend compte que quand on est bien encadré et qu'on a constitué une équipe avec un bureau de contrôle qui est connaisseur et qui est un petit peu engagé aussi, là c'était la PAV, aire de jeu, une mairie engagée, un assistant à maîtrise d'ouvrage, là avec le voyage à Nantes, et puis nous qui faisons un peu 3 fois le travail, et ben en fait on arrive à sortir des projets, y compris sur de l'aire de jeu, où les normes sont spécialement contraignantes, quoi. Donc voilà, voilà, j'ai donné quelques exemples de première phase de recherche. Et puis petit à petit, ce travail d'élaboration des plans d'exé, quoi, un peu. Donc on s'autorise à pas forcément faire des formes qui s'autorisent un petit geste de côté, transmettre un petit peu de poétique par rapport au lieu, pas faire la forme minimale, la moins chère possible, mais de toute façon, on a beaucoup de transformations. Donc on pense que mieux vaut élever un peu le niveau et faire vraiment du parfaitement satisfaisant au niveau des usages, de l'intégration paysagère. Donc on s'autorise à s'inspirer un petit peu du monde du vivant sur certaines des formes. Je suis comment au niveau temps? Je suis comment? Ouais. Je suis à la moitié? Ok. Voilà, là je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais donc dans ce travail de composition, je pense qu'on est vraiment... c'est une disposition d'être un peu ouvert d'esprit, à travailler en équipe, avec chaque fois des partenariats un peu innovants. Là, c'était avec un charpentier, avec Guérin Brémaud, bureau d'études de structure. Et puis, voilà, proposer des formes qui s'intègrent un petit peu dans des situations complexes, qui résolvent plusieurs problématiques à la fois. Et petit à petit, on propose finalement, on a un catalogue, mais on s'autorise toujours à le retoucher un peu. Donc finalement, tout est un peu réadaptable sur mesure. Donc voilà, des travails de cahier de tendance, disons, comme ça doit se faire pas mal à l'école du design. Je me suis dit que c'était intéressant de montrer ces documents-là parce que on est pas mal à chercher déjà en fonction de ce qu'on a fait et aussi de ce qu'on peut voir autour. Voilà, qu'est-ce qui remplit le mieux l'équation? Donc on s'est mis à vraiment travailler les questions de préfabrication à l'atelier. Donc du coup avec vraiment des prises de code très soignées et un travail de préparation de dessin assez poussé. Parce qu'on s'est rendu compte que ça nous faisait gagner peut-être je sais pas, un tiers du temps. Donc on arrive à un petit peu s'améliorer au niveau de la rentabilité. Il faut savoir que pendant peut-être 5 ou 6 ans, on a travaillé à ce projet en ayant chacun un peu nos activités à côté. Le temps de trouver l'équation et de ne pas trop plomber l'équation de l'entreprise en ponctionnant trop de salaires. Et puis tout d'un coup, aussi parce que finalement le marché était mûr, maintenant il y a beaucoup de marchés qui intègrent du réemploi dans les DCE. Et vu qu'on a commencé ça tôt, ça fait quelques années, ça s'est vraiment bien développé. Et on est content d'avoir mis tous ces outils en place pour optimiser la fabrication.
Donc du coup, on se met à répondre sur du mobilier de café, du mobilier de jardin, ça n'a jamais marché parce que les gens vont plutôt se fournir dans une grande surface. Je pense que le delta, la marche à passer. Nous, il faudrait qu'on industrialise encore un petit peu plus et puis que les matériaux soient au juste prix à l'achat. Mais par contre, sur tout ce qui est collectivité, mobilier d'entreprise, euh, mobilier de bureau, ça marche très bien. Et donc, petit à petit, on voit qu'on reconnaît certains dispositifs qui vont se retrouver dans un ensemble d'objets, mais finalement, la forme peut varier beaucoup, et on s'autorise à finalement produire des formes courbes depuis quelques années. On se rend compte que en arrivant à décomposer suffisamment les étapes de fabrication, on reste dans des modes opératoires assez simples, mais petit à petit, on s'autorise des formes globales qui offrent une certaine générosité formelle. Et on envisage plus notre travail comme un travail de déclinaison que comme vraiment un travail de composition. On est toujours en train de remouliner des choses qu'on a déjà commencé à élaborer en les faisant varier en géométrie et puis en s'aidant au mieux des outils 3D. Donc on travaille sur Rhino maintenant. Petit à petit, on va commencer à travailler sur Grasshopper et à intégrer finalement un petit peu de tech au niveau du dessin et puis rester très low cost au niveau de la fabrication. Alors on s'autorise une fois ou deux de temps en temps à avoir un peu de découpe numérique, hein, mais c'est vraiment très rare. On a des machines de menuiserie classiques, je vais vous les montrer après. Donc on commence par scier le bois pour évacuer la feuillure de la fenêtre qui nous pose des problèmes d'assemblage et aussi pour avoir une phase de référence pour pouvoir commencer à corroyer, à raboter les faces des pièces. Enfin ça c'est comment fonctionnait avant. Mais c'est pour dire que du coup c'est pas du recyclage. On travaille vraiment avec le bois massif. Du coup on voit du coup que ça n'a pas le même aspect qu'un panneau d'agglo. Donc la présence du matériau, elle est vraiment présente dans l'atelier parce que déjà ça sent très différemment selon les bois qu'on scie. Donc ça nous fait un peu voyager. Et puis que c'est vrai qu'il y a une part de composition qui reste à l'atelier. On prévoit un certain nombre de choses en amont, mais il y a toujours une marge de manœuvre qui va s'adapter à la largeur de la pièce. Donc par exemple pour les plattelages, on va toujours avoir des plattelages de largeur variable. Parce que ça n'a pas de sens de recouper une pièce et de se retrouver avec une chute, alors qu'on peut utiliser des pièces plus massives. Donc, on avait déjà eu une première aide de la région Nouvelle-Aquitaine. On a eu une nouvelle aide qui nous a permis maintenant qu'on avait identifié que ces phases de délignage, c'était très pénalisant parce que les montants de fenêtres nous prenaient beaucoup de place. On commençait par tous les scier deux faces, donc on fait passer deux fois la pièce, puis après on l'amène à la quatre faces, et là on arrive à un tasseau. Et avant, il a fallu faire la reconnaissance d'essence. Donc on s'est dit si avec une machine comme il y a en haut à gauche, qui s'appelle une moulurière, on arrive à avoir, on peut directement passer la pièce de bois et se retrouver en sortie avec un tasseau, avec une passe en deux fois, en deux rabotages successifs, on peut faire la reconnaissance d'essence à la sortie, classer les bois qui nous prennent beaucoup moins de place, et puis voilà, on a amélioré. On a aussi investi dans une abouteuse semi-automatique qui nous permettent de passer les bois les uns derrière les autres. Il y a un profil d'aboutage et on arrive à sortir des barres de 6 mètres de long collées entre elles. Et puis avec une panoteuse comme ça, maintenant on peut faire des poutres de 6 mètres de long. Donc on pourrait presque se risquer à faire un peu de bâti. Donc pour l'instant, il y a un sujet un peu assurantiel. Donc on fait des petites architectures, mais on commence à faire des charpentes. Et on avait commencé sur le meuble parce qu'il n'y avait pas trop de contraintes assurantielles. Et on voit que maintenant, grâce aux meubles, on est passé un peu à des petits bâtis. Et puis, on va faire des tests structurels sur les poutres. Mais je pense qu'il nous a permis de survivre, c'était aussi de rester très ouvert à différents types de collaborations. Là, c'est avec un service technique d'une mairie, donc de Cérizet, qui ont, eux, ils se sont occupés de la structure donc en grumes de chênes et de châtaigniers de la forêt locale. Nous, on a assuré le dessin, le principe de fixation sur vis de sol, et on est venu compléter par notre intervention sur les plateaux de pique-nique. Et finalement, ce type de collaboration, on en a quelques-uns, et je pense que d'être assez flexible sur le type de produit et le type de collaboration,
ça nous a permis de passer des temps un peu difficiles. Et puis, finalement, de se placer, par exemple, sur des terrains où, voilà, en pleine forêt, parce qu'on proposait des choses assez peu invasives. Et ben, finalement, on est sur un marché un peu d'exception. Donc, ça, c'était aussi assez très agréable pour nous à travailler, parce qu'on a toujours des projets différents. Donc, l'équipe reste motivée, parce que quand on a des grands projets toujours pareils, au bout d'un moment, à sortir des pièces les unes derrière les autres, c'est vrai que tout le monde tire un peu la langue. Et à chaque fois, là, on a des projets un peu nouveaux qui nous font actuellement, pareil, très localement, à Saint-Marc-la-Lande, on travaille sur une maison régionale naturelle. Et c'était très agréable pour nous parce qu'on a travaillé sur l'esquisse qu'on voit là. Puis après, il y a un maître d'œuvre qui a été désigné, une architecte, donc Archimag, Magali Baudin. Et après, donc nous, on s'est un petit peu reculé du projet, mais elle a pu développer le projet et on est réintervenu dessus. Et pour nous, c'était satisfaisant parce qu'on a notamment produit les ensembles vitrés où là, du coup, on participe au clos et couvert du bâtiment. Donc du coup, justement, en termes d'assurance, d'étanchéité, ça passe un peu des caps. Et donc on a intervenu là-dessus et sur les lutrins, donc le dispositif qui met un peu la deuxième peau du bâtiment en lien avec le contexte. Donc ça, c'est des projets vraiment coup de cœur, très locaux. En plus, c'est un herpétologue, un spécialiste des batraciens qui fait partie de l'association DSNE, qui s'occupe qui est le maître d'ouvrage, qui est super. Et on aime beaucoup travailler dans ce genre de projet. Ça, c'était pour la ville de Nantes, pour la bergerie mobile, quand ils font pâturer les moutons en ville. Donc, ils nous avaient missionné pour travailler sur un dispositif pédagogique modulaire qui permet de s'adapter à différents sites et qui donne des points de vue aux enfants, un peu de contexte pédagogique sur la récolte de la laine, etc. Et on pense que c'est important pour nous de répondre sur ce genre de projet parce que les enfants voient ça en famille, ça transmet nos valeurs par le matériau et par la manière dont ça donne à voir le rapport à la nature, quoi. Et ça a beaucoup de sens pour nous de travailler sur ce genre de sujet. Des collaborations avec des designers. Ici avec Stéphane Choquet qui travaille chez IDM Design, groupe Coupe-Chou. Et ça fait longtemps qu'on se suit et qu'il avait bien intégré nos contraintes. Donc on a travaillé ensemble sur un Tipeee de lecture dans une médiathèque. Donc pareil, des formes assez parlantes, une sorte de cocoon. Et là également un petit peu sur ce principe d'enveloppement, mais plutôt pour du rafraîchissement urbain, avec Alexis Tricoire et le groupe ATEC de mobilier urbain, où là on fait juste la fourniture des lames d'habillage, donc sur une structure métal en acier thermolaqué. On a aussi un partenariat avec Kraken Lightning, qui est un fabricant de luminaires engagé, qui travaillait avec Brut de Bois avant, il travaille toujours avec eux, et on s'est rencontrés par La Matière, je crois bien, et pareil, voilà des relations localement qui se font où on se rencontre, et il s'est dit, on pourrait fabriquer les lampes avec du bois d'anciennes fenêtres, donc on s'est mis à faire les profilés pour sa gamme de luminaires, qui sont plutôt des luminaires de bureau. Des architectes engagés. Là, c'est SA Architecte à Paris qui nous a demandé de réfléchir sur leur mezzanine dans leur bureau. Et on a fait un plancher porteur. Donc, on a les lames de plancher qui sont elles-mêmes composées de plusieurs lames de bois. Donc, on a développé un plancher porteur en lames d'anciennes fenêtres. C'est une autre image du projet. Pour EVA, analyse de cycle de vie, qui sont juste à côté. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de chez eux, qui est là. J'ai cru voir sur la liste. Voilà. Et du coup, pareil, des acteurs qui croient en nous, qui nous ont permis de démarrer sur des chouettes commandes. Là, la particularité, c'est que c'était les espaces de représentation de l'entreprise et aussi de petites pauses entre deux, donc avec des fortes valeurs d'usage. Et on a travaillé aussi sur la complémentarité avec notamment des galettes d'assises de chez Texa. Donc on s'autorise à mixer un peu notre matériau avec d'autres. On a travaillé sur une grande banque d'accueil et d'autres mobiliers pour Bercy, l'immeuble Bercy Lumière, avec RAM Architecture, et les menuisiers Bar et Bouillet, où là, finalement, nous, l'innovation, c'était de travailler sur ces panneaux cintrés de lame et les collés. Et on s'est creusé la tête pendant quasiment un an pour se demander comment on pouvait produire ça.
Et on a fini par trouver une méthode de fabriquer des panneaux massifs cintrables. Et voilà, on n'était pas trop de 3 entreprises engagées pour en venir à bout. Ça, c'est pour L'Oréal et puis donc les paysagistes d'ici là qui sont entre Nantes et Paris. Donc à Saint-Ouen, donc des systèmes d'assises un peu modulaires d'extérieur. On a initié un partenariat avec le groupe Rovo, entreprise, c'est Univers Menuiserie, groupe Ridoré, pour étudier la fabrication de fenêtres à partir de carrelés. Donc c'est des éléments de lamellé-collé qu'on leur envoie. Donc là, c'est les premiers exemples qu'on a livrés dans leur gamme 68 mm, donc c'est gamme un peu prestige. Donc on a fabriqué des porte-fenêtres, on vient de fabriquer le premier coulissant pliant. Pareil, il faut qu'on passe quelques certifications, mais bon, en gros, ça marche comme du bois classique, hein. Il n'y a pas trop de secrets. Il y a beaucoup de défiance assurantielle, etc. Mais nous, on se rend bien compte à la fabrication qu'on fait nos lamellés collés comme tout le monde, hein. En fait, c'est le même bois. Et puis, voilà, des grands mobiliers comme ça de convivialité qui inventent un peu avec la nature et le paysage. Donc là, c'était pour Wesco à Cerizay. Ça, on adore travailler sur ce genre de projet où il s'agit toujours en préfabrication d'imaginer une sorte de Lego qui permet d'assembler autour des arbres. Donc c'était assez difficile et sympa pour nous. Voilà, je vous remercie.